fais, si je doublais mes revenus, je serais pas du tout plus heureux. Ça changerait quasiment rien dans ma vie, tu vois. Je vivrais toujours au même endroit, je ferais toujours à peu près les mêmes Ouais. choses. J'ai même pas le permis, j'ai pas envie de m'acheter une belle voiture. Enfin, j'ai pas vraiment de sollicitation matérielle forte. Donc, ce que là, mon relatif niveau de succès me permet, passer plus de temps avec ma copine, plus de temps à lire, ce que j'adore faire, plus de temps avec mes potes, découvrir d'autres choses dans le monde. Genre, ça, pour moi, c'est la manière dont je conçois mon existence idéale. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Balle au Centre pour notre premier épisode de Itinéraire bis, une série de podcasts qui va retracer le parcours d'invités qui ont su vivre de leur passion sans pour autant être joueurs de foot. On espère que vous apprécierez. Bon visionnage. Salut Willou, Salut Abdou, je peux t'appeler William? bien sûr, Ok, tant mieux. Donc bienvenue sur Balle au Centre, merci. t'es notre premier invité. Ah, quel honneur. C'est normal, c'est normal. Tu es un invité de marque, puisque tu es un des leaders sur YouTube au niveau de l'analyse foot. Mhm. Donc c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Bah, vrai plaisir d'être là. Pendant que tu enregistrais l'intro, c'est marrant parce que sur l'espace de 5 secondes, j'ai vu un peu 4 ans défiler devant mes yeux. Un mec, footballeur pro au PSG, qui parle des gars qui ont réussi à faire carrière dans le foot de manière détournée. Et là, je me remets dans l'état d'esprit de moi il y a 4 ans qui monte la chaîne. C'est ouf, genre, je pensais pas vivre cette expérience en 5 secondes. Bah, C'est comme quoi. marrant. Et d'ailleurs, je suis un de tes followers, Ah, très assidu. ça fait kiffer. Bah, je te laisse dans un premier temps te présenter, Ouais. même si je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaîtront. Bah, évidemment, moi j'ai ma chaîne YouTube que j'ai montée il y a 4 ans maintenant, un poil plus de 4 ans. Donc Willou, j'ai à peu près 425 000 abonnés. Je fais essentiellement les vidéos sur YouTube et quelque chose à droite, à gauche. Par exemple, j'ai une petite chronique avec Free, entre autres. Donc voilà, simplement parler de foot, et essayer d'en parler le mieux possible et prendre du plaisir en le faisant. Ok. Donc j'aimerais, dans un premier temps, revenir au début de William l'enfant, Ouais. déjà passionné de foot à À l'époque. fond, à fond. Bon, moi, en gros, et c'est marrant parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Mon premier vrai souvenir de foot, c'est la Coupe du Monde 2002, Mmh, avec j'ai kiffé, j'ai kiffé. un match qui sans doute te parle, ce France-Sénégal Ouais. que j'ai pas vu, mais dont j'ai entendu le résultat, en tout cas l'annonce du but du Sénégal à la piscine municipale. Donc j'avais genre 8 ans. Donc j'étais en CE2, je pense. Et on était à la piscine et là on entend dans le bruit des haut-parleurs de la piscine le but du Sénégal ou peut-être l'annonce de la victoire du Sénégal, un truc comme ça. Donc j'avais pas vu ce match et ensuite quelques jours plus tard, ils avaient mis dans la cour de l'école, parce que je pense que c'était le matin les matchs en Corée du Sud, Mhm. Japon, ils avaient mis dans l'école une télé et on avait regardé France-Uruguay. Donc ça c'était mon premier vrai souvenir. Et puis après, tu vois, j'ai eu la chance d'être lyonnais, de naître à Lyon à cette époque. Donc dans la foulée, on est allé voir avec mon père les matchs de Ligue des Champions Forcément. à post-premier titre. Après le premier titre, on se qualifie en Ligue des Champions. Et là, on joue en phase de groupe Rosenborg, l'Inter et l'Ajax. J'étais allé voir Rosenborg, ça c'est mon premier match au stade. On gagne 5-0, donc bonne introduction. Et dans la foulée, l'Inter, on fait 3 partout. C'est élu match de l'année France Football. Donc j'ai eu vraiment une introduction au foot assez spectaculaire et je pense que ça joue beaucoup. Et tu as pu enchaîner en plus sur les 7 ans de Ouais, règne c'est après ça. de, C'est de ça. Lyon. J'ai juste raté la première année Mhm. avec ce Lyon RC Lens, finale du championnat, 38e journée. Mais sinon, ouais, j'ai tout vu. Et... Bon, c'était un vrai plaisir. Mêlé Mhm. d'une petite tension quand même, et quelque chose auquel je pense pas mal de gens qui peut-être t'écoutent, sont jeunes supporters du Paris Saint-Germain, peuvent s'identifier. C'est la tension d'être le roi, le numéro 1, Mhm. parce que c'est la tension de perdre la couronne. Et je me souviens Exact. qu'on avait un chant, tu vois, en tribune, qu'on chantait tout le temps. C'est champion et nous devons le rester. C'est pour Mhm. ça qu'on va chanter, etc. Et cette obligation de devoir rester champion, ça venait d'une certaine tension, ça participait d'une certaine tension. Quand on a perdu le titre pour la première fois, c'était un peu un soulagement aussi. Et puis après, ça a continué d'une autre manière, quoi. Ouais, c'est plus facile d'être chasseur que Un chassé. peu, ouais, c'est ça. Mhm. Et tu jouais au foot un petit peu en club? Ouais, donc j'ai fait... En France, j'ai fait 3-4 années, 4 années, je pense, en tant que gardien de but. Donc j'ai Ok. commencé à jouer gardien. Ouais, mon premier souvenir de foot, c'est l'école de foot. Donc j'avais, je pense, 8 ans.
Et je me souviens que c'était tellement désorganisé, c'était tellement le chaos, il fallait tellement se battre pour toucher un ballon que moi ça m'a vite saoulé et je suis allé au cage parce que là j'étais tranquille. C'était l'époque des plateaux, non? Comment ça les plateaux? Ah C'est- le gore? Non? Ah, vous aviez pas ça à Lyon? Non, c'est quoi les Les plateaux? plateaux, c'est des journées où les matchs s'enchaînent hyper vite, là. Ah non, non. Et c'est la guerre. Non, non, non. En fait, moi je m'étais tout de suite inscrit dans un club Ok. et c'était juste pendant une année avant d'être en poussin, benjamin, etc. Ok, C'était d'accord. l'école de foot, quoi. Et ça s'appelait comme ça, c'est l'année d'introduction. Ok. Et simplement sur les tout premiers entraînements où on apprend passe, contrôle, intérieur du pied, etc. Puis après on fait un petit match de foot, quoi. Et c'était tellement la jungle que bah, tu sais, quand t'es enfant, il n'y a pas de structure. Ouais, bien Genre, sûr, bien tout sûr. le monde se rue sur le ballon. Tous vers le ballon, ouais. Donc voilà, je me suis mis au cage, j'étais bien, tranquille et j'y suis resté. Et ça, c'était pas mal. Donc j'avais 4 ans comme ça. Et puis après, Ok. j'ai vécu une année aux États-Unis. Et là, j'ai joué avant-centre. Parce qu'ils étaient tous nuls. Et Ok. je voulais marquer plein de buts. Et Ah, donc ça, c'est c'était c'est trop pas un drôle. mythe, ils sont vraiment nuls? Bon, en tout Ils cas, étaient. ouais, c'est ça. Ils C'était en étaient. 2004-2005. Et en tout cas, les enfants à l'époque, c'était pas un sport très populaire. Pourtant, il y avait des bonnes infrastructures. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant, les États-Unis. Mais du coup, c'était un vrai régal. Moi qui avais joué en banlieue lyonnaise sur des gores constamment. Là, j'étais sur de l'herbe avec des joueurs pas ouf. Et je marquais 3 buts par match. Régal, quoi. Ok. Donc, ensuite, après le foot, après l'enfance, tu fais tes études. Ouais, c'est ça. Quoi, collège, lycée, normal. J'ai arrêté le foot assez rapidement. Genre, quand je suis revenu en France pour ma 6e, j'ai arrêté le foot et j'ai fait du basket un petit Mhm. moment, 5 ans aussi. Bien aimé. Et après, j'ai arrêté les sports en club tout simplement, concentré un peu sur les études. Et ça, c'était à Lyon jusqu'à mes 18 ans. Ok. Et après, j'ai fait mes études à Paris. Sciences Po. Voilà, c'est ça. Quand je suis sorti de Lyon en 2012, arrivé Mhm. à Sciences Po, 2012-2017. Voilà. Ok. Et toujours passionné de foot, même à Sciences Po, tu suivais les matchs de Lyon. À Donf, ouais. Surtout l'OL. Je pense que ça a toujours été le fil rouge. Avec une petite période où ça s'est un petit peu affaissé sur le lycée, parce que j'avais d'autres choses en Mhm. tête, d'autres choses à faire, entre guillemets. Et surtout, ça coïncidait avec la période où l'OL, ça allait moins bien, quoi. Donc c'était un peu naturel de décrocher, un poil. Mais ensuite, ouais, sinon, toujours à fond. Ça a toujours été là, quoi. Ok. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a eu quand est-ce qu'a eu lieu la bascule vers cet itinéraire bis? Toi, le passionné qui jouait au foot, qui j'imagine rêvait peut-être, étant petit, d'être footballeur, à quel moment tu te dis, ok, je vais faire autre chose, mais je vais vivre du foot à ma manière? Ouais, bah, en finissant mes études, en gros, Mhm. 2017, c'est la fin de mon cursus de 5 ans. Et jusque-là, donc j'avais fait ma dernière année d'études, c'était en alternance, donc j'avais un travail normal, on va dire, en entreprise, dans une boîte de jeux vidéo, Ubisoft. Ubisoft, ouais, j'avais vu à ça. Paris. Et du coup, voilà, ça m'a plu sans non plus me révolutionner, quoi. Et T'étais un peu geek à l'époque ou pas du ouais, tout? carrément. Grave. Ouais, à fond, à fond. T'étais dans quel jeu? Ouah, FIFA? franchement, ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai commencé la chaîne sur FIFA d'ailleurs. C'était surtout des vidéos sur FIFA. Mais franchement, tout. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de trucs, des trucs mainstream. Genre au lycée, je jouais énormément à Call of Duty avec mes potes. Mais aussi à beaucoup de jeux plus indés. Même aujourd'hui, je continue à jouer un Ok. peu des jeux indés avec ma copine. Tu trouves le temps quand même? Ouais, bah c'est, tu vois, le soir, soit film, soit lire un peu, Ok, soit d'accord. jeu et tout. Donc, toi aussi, un peu de. Moi, très mauvais aux jeux vidéo. Ah, Très, très T'étais plus PES ou FIFA déjà, à la Quand base? j'étais jeune, PES. Ouais, Et parce que moi ensuite- aussi, j'ai eu ma période PES. Ouais, Et quand j'ai dû passer à FIFA, je suis devenu trop nul. ouais, t'as pas fait la transition. Ah, donc j'ai lâché l'affaire. Ah, PES, c'était le King Game, c'était C'est ça, la folie. la période d'Adriano. Ouais, bien sûr, Incroyable. PES 6, c'est le feu. Mais ouais, du coup, sur le début de la chaîne, donc c'était à cette période en gros, genre 2017. J'ai passé quelques entretiens à gauche à droite pour des métiers, on va dire, plus conventionnels. Je me rendais compte que c'était pas mon truc. Ça te parlait pas? Non, pas du tout. Et du coup, j'ai lancé la chaîne un peu sur un coup de tête. J'en avais marre des entretiens. Je savais que j'avais un peu de temps devant moi. Je venais de finir mes études. Je suivais un autre gars sur YouTube, Bruce Granek, qui faisait des vidéos sur FIFA. Surtout de la compétition, un peu en stream, etc.
Et pour moi, ça m'a un peu ouvert l'œil sur YouTube, que je suivais un petit peu quand j'étais au lycée, parce que ça se développait sur Call of Duty, justement. Mhm. Ça avait toujours été, initialement, c'était très proche des jeux vidéo YouTube. Tu sais, Ouais. les premiers YouTubeurs, c'était beaucoup des gens qui jouaient aux Mhm, jeux. mhm. Donc c'était un peu ma porte d'entrée. J'ai fait pendant 6 mois des vidéos sur FIFA, ça a tout de suite super bien marché. Genre en un mois, j'avais déjà 20 000 abonnés, un truc comme ça. Ah ouais, il y avait déjà des grosses communautés, etc. Ouais, bah ça c'était 2017, donc il y avait déjà du Oui, ah monde. oui, 2017, c'est pas si loin. Mais surtout, c'est qu'il y avait une grosse demande pour ce que je faisais, c'était les tutos, tu vois, comment apprendre à jouer à FIFA, etc. Et ça, je dirais, c'était vraiment ma chance parce que de base, j'étais pas quelqu'un de très persévérant. Donc si ça avait traîné un peu, je sais pas si j'aurais continué. Mais ça a marché tout de suite, immédiatement. Donc l'opportunité était là. T'as été Et je porté l'ai par la vague, poursuivi. ouais. Ouais, c'est ça. Depuis, j'ai pas mal changé. Depuis, je me décrirais plutôt comme quelqu'un de persévérant, mais à l'époque, pas trop. Ok. Donc c'était un peu mon coup de bol. Ouais. Donc à la base, j'imagine, t'avais pas du tout de plan. Tu t'es pas dit, je Non. vais faire ça. Non, pas du tout. Oui. Encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan. Il n'y a pas de choses que je vis plutôt au jour le jour. J'avais envie de faire ça ce jour-là. Je sentais que ça allait me mettre dans un bon état d'esprit. J'allais kiffer ma vie au moins pendant les quelques mois que je me donnais pour faire ça. C'est le plus important et voilà. Ok. Donc la chaîne que toi tu décris comme le football mérite d'être compris. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase. Merci. Oui, il y a un peu tout dans cette phrase parce que à la fois essayer de le comprendre. Maintenant, plus le temps passe, plus je me dis qu'elle est un peu presque prétentieuse dans le sens où on dirait que il va y avoir la solution de la compréhension. Et je crois que c'est une quête éternelle, mais que la compréhension totale, elle n'arrivera jamais. Vraiment, parce que c'est tellement C'est trop complexe. vaste, ouais. Il y a C'est trop trop vaste. d'informations, trop de choses. Mais il y a au moins le désir de comprendre et il y a le côté mérite d'être, qui à mon avis distingue pas mal le positionnement de ce qui a pu être fait avant, peut-être sur les médias classiques, d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'idée que le sport est tellement beau, tellement riche, qu'au moins il mérite cet effort. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et justement, toi qui as fait Sciences Po, Ouais. derrière ce lancé sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose qui a été accepté facilement ou tu t'es dit, je vais le faire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, on verra. Ouais, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de barrière pour Ouais. moi. Enfin, quand j'en ai parlé à mes parents, pas tout de suite, mais un peu après, ils étaient très contents pour moi. Tu vois, Parce que moi j'ai une image de Sciences Po où c'est vraiment, tu sors de Sciences Po, il faut que tu fasses un truc. Bah, honnêtement, moi je le vois plutôt. Alors, c'est pas pour dire que cette image est pas vraie et partagée, mais la manière dont moi je le percevais, c'était que plutôt, justement, en étant sorti de cette école qui te garantit un certain nombre de choses, ça t'offre la possibilité de prendre des risques, tu vois. C'est à partir du moment où tu sais que tu auras ce truc sur lequel te retomber si jamais. Bah, pour moi, ça donne un peu des ailes. Donc, je le voyais plutôt comme ça et j'avais pas l'obligation de faire ça juste parce que j'avais fait ce truc. Parce qu'à la base, j'avais fait Sciences Po, pas par. On va dire, j'étais pas forcé de le faire, je voulais vraiment le faire et j'ai adoré mon cursus là-bas, etc. Donc, ça a toujours été ma volonté qui a rythmé le truc. J'ai voulu faire Sciences Po, donc je l'ai fait, j'ai kiffé. Et après, j'étais pas esclave de ce que j'avais voulu faire avant, quoi. Et j'ai eu la chance parce que personne aussi m'a trop titillé là-dessus. Et aussi parce que j'ai attendu que ça marche pour le dire à tout le monde aussi. Donc c'était plus facile de soutenir le gars qui avait déjà un certain nombre d'abonnés, où ça marchait déjà bien. Forcément. Les choses. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. En centre de formation, on parle beaucoup de la scolarité et de tout le côté éducatif qui n'est pas forcément optimal, puisque entre guillemets personnalisé et adapté à la pratique sportive. Toi, est-ce que ton éducation, donc que ce soit Sciences Po, je sais que tu es un bon lecteur aussi de livres autour du foot et que tu mêles beaucoup culture et football sur ta chaîne, à quel point ton éducation impacte ton rapport au football et ta chaîne YouTube? Je pense fortement, j'imagine, j'ai pas fait on va dire l'autopsie de ça, mais je pense fortement parce que il y a une volonté d'exprimer les choses de manière un peu intéressante et peut-être nuancée, tu vois. Je pense que en ayant... Alors honnêtement, c'est autant Sciences Po que simplement le fait d'avoir lu moi de mon côté, c'est beaucoup de choses, mais c'est simplement le fait de... Si tu t'intéresses au monde,
si tu es curieux, peut-être intellectuellement de manière générale, bah, tu vois cette discipline, cette matière, le foot, qui est extrêmement riche. Tu te dis que forcément, il y a des choses à aller en tirer. Donc, c'est plus cette approche. C'est plus la curiosité, quoi. Ouais, je suis content que tu rebondisses sur la curiosité. Je pense que c'est une des plus grandes qualités Ouais, c'est sûr. qu'on puisse avoir. Ah, si tu as ça, tu peux. Si t'as parce que la curiosité, c'est peut-être un élan de motivation. C'est une petite flamme, quoi. Et c'est quelque chose qui te met en mouvement, tu vois. C'est ça. Donc ouais, on est d'accord. Je suis totalement d'accord. Et justement, maintenant que tu vis, entre guillemets, de ta chaîne qui est autour du foot, comment tu vis ton football maintenant? Avec ton travail, ton emploi du temps, j'imagine que tu es overbooké. Ouais. Et il y a aussi une abondance un peu de matchs et de championnats à la télé. Excellente question, parce que tellement prégnante dans ma vie quotidienne, parfois j'ai la sensation de presque pas aimer ce sport autant que je devrais l'aimer, entre autant guillemets. Autant qu'il mérite d'être aimé. C'est ça, parce que c'est tellement magique, et peut-être que toi, en tant que footballeur, tu peux le ressentir aussi parfois. Quand ça devient un métier, ça devient aussi source de contraintes, ça devient quelque chose que parfois tu dois faire, et naviguer cette zone, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je dirais un peu en synthèse, c'est que le fait d'exercer professionnellement dans ce secteur, ça m'a permis d'aller vraiment au fond des choses. Tu vois, à partir du moment où tu peux dédier peut-être 8-10 heures par jour à cette chose, tu peux creuser beaucoup plus. Forcément. Et c'est très enrichissant, ça, tu vois. T'apprends plus de choses, c'est enrichissant. Mais en même temps, ça vient avec la contrainte. C'est vrai que tu te lèves, tu dois faire ça. Personne ne te dit que tu dois le faire, mais toi-même, tu t'es fixé de faire ça ou ça. Donc parfois, il y a un petit burn-out. Petite lassitude. Ouais. Et ça demande, je pense, honnêtement, prendre un peu de recul, déjà se dire qu'on a beaucoup de chance, et ensuite accepter que c'est comme ça, tu vois, et pas tout le monde, et je pense la plupart des gens d'ailleurs n'ont pas vocation à être à 100% sur quelque chose tout le temps. Toi, je vois que c'est aussi un peu le cas, tu développes des choses en parallèle, ce podcast, ça se voit que peut-être de ce point de vue-là, on a une personnalité similaire, et peut-être que les humains de manière générale, on a besoin de toucher à pas mal de choses pour continuer à entretenir la flamme sur les choses importantes. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, c'est aussi de la curiosité. À chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de me nourrir de cette chose, tu vois. C'est-à-dire que quand je fais une interview, certes, je fais l'interview, mais je regarde comment ça se passe, comment les gens font, j'essaie de comprendre le business, machin. Et derrière, ça m'a donné envie de faire le podcast, surtout que je le faisais avec des potes. Donc toi, tu essaies sur YouTube seul, entre guillemets. Ouais. Moi, mon leitmotiv, c'était de faire un truc avec mes potes. Ouais. Vraiment, c'était un truc poignant. Ça, c'est vachement cool. Quand en plus, tu peux partager ta passion vois, avec des gens qui comptent pour toi, ou tu as bâti une histoire, j'imagine que c'est très, très cool. Surtout qu'on s'est connus pour le foot. Ouais. Donc, on est liés à vie via ce ballon rond. Donc non, vraiment, c'est... Ouais, ça fait plaisir pour toi. Ouais. Et donc, en tant que supporter lyonnais, comment tu vis cette vie de supporter en parallèle de ta vie de professionnel du football, entre guillemets? Plutôt bien. Je pense que sur les quelques moments où ça peut m'arriver de décrocher un peu du foot, de le voir beaucoup comme un travail, etc., il y a un bon match de l'OL qui passe et ça renoue immédiatement le lien. Tu vois. Genre sur la semaine passée, parfois c'était dur un peu de trouver la flamme, j'avais une petite perte d'énergie, de motivation. Je sais de quoi tu vas me parler. Et puis après on gagne contre le Sparta Prague 4-3, Paqueta est extraordinaire, et en fait voilà, ça remet de l'essence dans le carburant, quoi, de l'essence dans le réservoir. Et bon, ça c'est vraiment pas mal avec l'OL. Et puis non, juste un plaisir de pouvoir pousser les choses un peu sur son propre club, d'être aussi même par exemple sur les réseaux, tu vois, moi je suis plutôt identifié maintenant comme étant, on va dire, un des supporters lyonnais les plus connus, tu vois, avec quelques autres, donc on vient souvent me voir pour me parler de l'OL, j'ai une bonne petite communauté de Lyonnais sur mon Twitter, etc. Donc ça c'est une manière aussi d'approfondir le rapport avec quelque chose qui est super important pour moi, qui l'a toujours été, c'est mon club. Forcément. Et un club que je regrette que tu n'aies pas rejoint. D'ailleurs, on en parlait un petit peu en pré-podcast. À deux doigts de le rejoindre. Raconte un peu. Non, c'était à l'époque où j'étais à Mayence. Et j'avais le choix concrètement entre Dortmund et Lyon, où il y avait des offres à peu près similaires, à quelques détails près. Et il fallait trancher. Et là, je peux te dire que c'est compliqué. Et alors là, qu'est-ce qu'on mobilise pour faire son choix ? Il y a plusieurs choses. Déjà, tu essaies de parler avec un maximum d'intervenants des deux clubs. Donc j'avais vu les deux coachs,
les 2 directeurs sportifs. J'avais fait pas mal de réunions. Et puis derrière, tu dois te regarder toi dans un miroir. Qu'est-ce que tu penses? Parce que tu sais pas, tu vois. Tu sais qu'à la fin, si c'est le bon choix, mais qu'est-ce que tu penses être le bon choix? Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? Et j'avais décidé de garder ma stabilité en Allemagne à ce moment-là où je me sentais très très bien. J'étais pleinement épanoui. Et je retrouvais aussi un coach avec qui j'avais vraiment vraiment accroché. Je connais les Lyonnais. J'avais accroché aussi avec Genesio. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie connexion avec Favre. Et je l'ai encore aujourd'hui, je suis encore en contact avec lui. C'est vrai. Ouais, ça compte beaucoup. Parce que je pense que... Alors, c'est hyper compliqué de dire ça, parce que de dire que le foot, c'est un travail, mais en même temps, c'est une passion. Mais tu préfères travailler avec des gens avec qui tu es bien connecté, avec qui ça se passe super bien et où il y a de l'humain. Pour sûr. Et j'ai senti ça tout de suite avec Favre. En fait, il m'a pas du tout parlé comme si... il m'a parlé comme si j'étais déjà son joueur. Je sais pas, il y a eu un truc. Et puis même, j'aime être avec des gens beaucoup plus âgés et expérimentés. Et pour le coup, il est plus âgé que Genesio. Ouais. C'était un coach qui avait plus d'expérience au haut niveau aussi. Et ce truc-là, je sais pas, j'avais l'impression d'être avec mon père, tu vois. Et toute l'année, c'était super bien passé. Donc, je regrette pas intéressant parce que de l'avoir rejoint. Quelque chose qui se dit souvent autour de Lucien Favre, c'est qu'il est techniquement assez impeccable et il fait vraiment progresser les joueurs individuellement sur des petites choses, ajustement des hanches, la technique de frappe. Est-ce que toi aussi, tu t'es senti progresser sur des petits points techniques ou... Première semaine, alors moi j'arrive, je fais mon entraînement et j'ai l'impression de bien m'entraîner. Hein. Il stoppe le jeu, il me fixe. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Et lui, il aimait parler français. Donc, les Français, il était sur notre dos, tu vois. Et il me dit, mais pourquoi vous serrez vos poings? Je regarde mes mains et je dis, je sais pas, moi, je joue, quoi. Il dit, mais détendez-vous. Détendez-vous. Vos mains, elles vont vous servir pour l'équilibre. Elles vont vous servir dans la protection de balle. Vous en avez besoin de vos mains aussi. Donc, détendez-les et utilisez-les. Super exemple de ça. Exactement. Incroyable. Et c'est vraiment la science du détail. C'est un mec qui a fait des spécifiques avec chaque joueur. C'est fou ça. On termine, déjà, il est à tous les entraînements sur le terrain. On termine l'entraînement, il peut rester 45 minutes. Ça ne le dérange pas, il prend du plaisir. Ah, c'est génial. C'est un vrai éducateur. Un vrai éducateur. J'ai repris des fois des bases avec lui. Il me dit, on prend le ballon et tu contrôles le pied droit. Tu la décales et tu me fais un gelon pied droit. Ok. Boum, boum, 15 minutes. Et à la fin, il me met à ma position et il me dit, voilà pourquoi je te l'ai fait faire. Un ballon là, je veux que tu l'envoies là, en match. Et en match, sur le banc, Abdou comme à l'entraînement, tu vois. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça où tu te dis, ah ouais, le gars, vraiment, il est là pour moi. Ça, c'est top. Toute l'année, il ne va pas me lâcher. Et dégager cette impression alors que tu as un groupe de 25 joueurs et que chaque joueur ressente ça, c'est fort. Ouais, très très fort. Et je me rappelle, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que les joueurs qui ne jouaient pas reconnaissaient que c'était un top coach. Et ça, c'est rare. Ouais, réussir à fédérer par la compétence pure. Parce que souvent, quand tu es frustré et énervé de ne pas jouer, ben, pour toi, tout ce que tu vois, tu le vois en noir. Et le coach est le premier bouc émissaire. Et là, pour le coup, personne ne s'en plaignait. C'est génial. Moi, j'étais un grand... je voulais absolument que Favre vienne à l'OL à l'époque où c'était une possibilité. Là, s'en parlait un petit peu. Parce qu'il réunissait pas mal des caractéristiques, en plus d'avoir la caractéristique qui apparemment était très importante pour nous, d'avoir un francophone. C'était vraisemblablement une piste. Et ouais, pour toutes les raisons que tu as évoquées, mais c'est génial d'avoir tes anecdotes là-dessus, parce que top coach. Vous l'aurez sûrement un jour. Je sais pas, parce que l'âge, mine de rien, en Ligue 1, là il commence à y avoir des choses. Il aurait fallu qu'il ait une dispense, une permission déjà, parce qu'il est au-dessus de l'âge autorisé pour un technicien en Ligue 1. Ok, d'accord, je connaissais pas cette règle. Ouais, en fait, je crois que c'est un petit peu plus de 60 ans. Si tu veux, il faut avoir une autorisation, quoi. Une espèce de dérogation, quoi. C'est ça, une dérogation, c'est le meilleur mot. Et donc ouais, je sais pas, parce que mine de rien, il a déjà presque 70. Il les fait pas, mais il les fait pas du tout. Âgé, ouais. Donc c'est surprenant. Mais donc je sais pas. Et puis après, on est content avec Peter Bosz aussi. Oui, ça se passe plutôt bien pour vous. Cool. Relativement, ouais. J'avais aussi une question au niveau des supporters. Toi qui aujourd'hui es exposé,
connu et reconnu, bah, tu es sur les réseaux, tu vois comment est la relation entre les acteurs du football, et tu en fais partie, et les spectateurs du football. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux ? Bah, je pense que dans une certaine mesure, elle n'a pas totalement changé. Je pense qu'il y avait toujours cette virulence et cet enthousiasme très fort, même avant les réseaux. Comme je te disais, moi quand j'étais au stade, avant, tu pouvais entendre qu'un mec était super fort, le lendemain, beaucoup moins. Et je pense qu'il y aura toujours dans le foot cette réaction émotionnelle forte. Maintenant, c'est juste beaucoup plus visible. Et c'est vrai que ça peut venir aussi avec ces phénomènes, on va dire, de harcèlement, ou ça peut devenir peut-être encore plus extrême parce que c'est un vase communicant et que les opinions vont toujours dans le même sens. Maintenant, c'est marrant parce que tu vois, à l'OL, on a un petit cas, entre guillemets, récemment, Tino Kadewere, qui est un peu, auquel on impute un peu les maux de la défaite contre Nice, tu vois, son tacle, carton rouge, rater une grosse occasion, etc. Bon, il y a ce déferlement assez intense sur les réseaux. Ça exclut le fait que un an plus tôt, il nous a sauvés dans le derby, il marque 2 buts super Je me importants. rappelle, c'était incroyable. Voilà, ça tout le monde l'oublie assez vite. Et puis quelques jours plus tard, t'entends Jean-Michel Aulas dire, genre aujourd'hui il me semble, que il avait eu un décès dans sa famille le matin du match, tu vois. Donc en fait, forcément, les réseaux sociaux, ça va sélectionner parfois pour la partie la plus extrême du discours. Avec les phénomènes algorithmiques, de like, de retweet, tu vois toujours les choses les plus extrêmes, les opinions les plus nuancées, tu les vois moins, et ça c'est sûr que c'est un problème. Mais moi je le vois, si je fais un tweet qui fait 3 lignes, ça a beaucoup moins d'engagement qu'un tweet qui fait 1 ligne. Tu vois, Ouais. plus t'es simple, plus t'es direct, plus ça fonctionne. Et ça, c'est un problème dans le foot, c'est un problème de démocratie, c'est un problème de vie en général. Ça va au-delà du foot, mais c'est vrai que tu le retrouves dans cette sphère. Moi, ça m'intéresse de te poser la question en retour. Toi, en tant que footballeur, comment est-ce que tu ressens les choses ? Moi, je ressens... Moi, personnellement, je le vis plutôt bien. Parce que je suis arrivé très tardivement sur les réseaux. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Et donc, j'ai pu me préserver pendant des années et des années de ça et arriver mature sur la plateforme. Donc, j'ai évolué sans. Et maintenant, je l'apprends avec beaucoup de recul. Donc, à titre personnel, ça va. Je m'en sors. Mais pareil, sur mon téléphone, je me mets des limites de temps. Moi aussi. T'es à combien de 15 minutes sur Twitter. 15 minutes, oh, putain. Ah, mais je la dépasse régulièrement. Ouais, mais c'est pour me dire, il faut arrêter. 15 minutes, il faut être efficace alors. Ouais, ça, non, moi je suis à 30 minutes, ouais. Twitter et Insta, parce que sinon tu t'en sors pas et surtout tu te pollues l'esprit. Ça, c'est clair. Tu te pollues l'esprit et j'ai l'impression que les spectateurs du football se polluent beaucoup l'esprit. C'est sûr. En même temps, ça fait une plateforme d'échange qui peut être... En vrai, ça dépend de comment c'est utilisé. Je pense qu'en fonction de l'utilisation individuelle, si tu en as une utilisation raisonnée, tu peux en tirer un certain plaisir. C'est ça. Tu vois, il y a des moments d'échange qui peuvent être assez kiffants entre supporters. Par exemple, le match du Sparta, qui est extraordinaire. Tu passes un bon moment sur la plateforme. Tu discutes avec les gens, juste t'échanges ta forte émotion positive. Et pour moi, ça a rendu le match encore meilleur. Encore plus beau, ouais. C'était le petit moment, 15 minutes T'as après. eu ton after. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était kiffant. Mais par contre, c'est sûr et certain que non seulement il y a le discours qui peut être pas ouf, mais en plus, tu vois, en plus des algorithmes, il y a le côté, le scrolling, l'écran qui te rend addict. Genre, les nouvelles technologies, ça peut être atroce aussi. Et tu as raison de fixer des limites parce que ton cerveau, toute la dopamine que tu envoies sur des petites notifications, des petits likes, des trucs, après il est totalement cramé et tu n'es pas capable d'avoir une vraie réflexion, d'être posé, zen. C'est horrible, ça peut être horrible. Mais je pense aussi que les réseaux sociaux qui sont censés créer du lien et de la proximité entre les acteurs et les spectateurs, puisqu'on peut se parler directement en fait, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse et que les gens se disent c'est notre chose, ça nous appartient. Moi, je suis supporter, ce joueur-là, je peux me permettre parce qu'il doit faire ci, il doit faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je vois absolument ce que tu veux dire. Je pense que ça vient peut-être aussi d'une période un peu d'immaturité, dans le sens où on est un peu au début de cette période de réseaux sociaux, tu vois. Et au fur et à mesure du temps,
de mon point de vue, il est probable que des relations un peu plus matures se créent entre des acteurs et des supporters qui aujourd'hui se découvrent dans une certaine mesure. Aujourd'hui, tu vois, là on a cet échange qui est aussi permis par les réseaux, et peut-être que ça va devenir davantage une norme au fur et à mesure des années, et qu'il faut passer par cette première période un peu ingrate, où les supporters mobilisent le temps qui leur est donné et l'attention qui leur est donnée pour exprimer un peu tout le ressentiment de toutes les émotions qu'ils n'ont pas pu exprimer avant. Ouais. C'est vrai que vous étiez très cadenassé, enfermé, communication super lisse, verrouillée, etc. Là, il y a enfin un petit peu de proximité, donc peut-être que les gens se lâchent et après ça reviendra, on espère, sur un discours un peu plus noble. Quoi. On espère. Et il y a aussi un truc, c'est qu'il faut attirer l'attention des acteurs du foot. C'est vrai. Et de ne pas confondre la réalité au virtuel. Des fois, on a l'impression que tout ce qui se dit sur Twitter, c'est ce que les gens pensent réellement dans la vie réelle. Je prends toujours cet exemple à Monaco quand je fais le penalty et que je me retrouve entêté en quelques secondes. Et si tu ouvres ton téléphone, tu as l'impression réellement que le monde entier t'insulte. Mais vraiment, tu scrolles, et c'est les insultes et c'est de pire en pire, tu vois. Et en réalité, si tu te laisses aller à ça, le lendemain tu sors et t'es pas bien. C'est sûr. Parce que tu as l'impression que le mec au supermarché, il te juge, qu'il a vu le match, que si... Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans une parano et c'est une spirale hyper négative. Et j'ai vu beaucoup de joueurs tomber là-dedans, surtout dans des clubs hyper exposés. Que ce soit PSG, que ce soit Lyon aussi en France, c'est assez exposé. Et ça, c'est un vrai danger. Parce que la plupart des gens, finalement, sont bienveillants, kiffent le foot, kiffent les joueurs parce que ils les font kiffer la plupart du temps aussi. Et les réseaux, ça peut nous tromper aussi par rapport à ça, je pense. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que c'est un petit cosme ou un petit microcosme, mais il faut le prendre pour ce que c'est. C'est ça. Des gens qui sont très engagés, parfois positivement, parfois négativement. La plupart des gens sont peut-être un peu plus tranquilles. Quoi. Ouais. Moi, je le ressens parce que je fais des vidéos, on va dire, poussées sur le foot, etc. Mais parfois, j'essaie de me rappeler que 90% des gens, ils regardent un match... ils en regardent peut-être 1 ou 2 par semaine, ils regardent le match de leur équipe, et puis après, ils font autre chose et ils s'en foutent un peu. Quoi. Donc, ça permet d'être un peu plus... il faut être plus simple parfois, etc. Une autre question que je me posais au niveau de ta position de youtubeur, c'est qu'aujourd'hui, tu sais que ta voix porte un minimum, tu sais que tu as une communauté qui te suit, et que donc, possiblement, va être influençable ou autre. Comment toi, tu fais pour nuancer justement ton propos, parce que une des choses que j'aime sur ta chaîne YouTube, c'est que j'ai jamais eu l'impression que tu attaquais un joueur pour l'attaquer ou que tu attaquais un dirigeant pour l'attaquer ou un coach pour l'attaquer. Tu avais une analyse assez réfléchie, mais où tu pesais à chaque fois tes mots, j'ai l'impression. Effectivement, je pense que déjà, qui est-ce qu'on est pour être hyper véhément sur quelqu'un? À partir du moment où tu as juste une once de recul, tu te rends compte que, je sais pas, un joueur professionnel, naturellement, il est extrêmement talentueux, tu vois. Donc, tu peux pas vraiment dire qu'il est nul, Déjà, tous les extrêmes sont proscrits à partir du moment où tu parles d'un gars qui est joueur pro ou d'un acteur pro. Donc, c'est pas rationnel d'aller dans cet extrême. Et puis après, simplement... traite les gens comme tu as envie d'être traité, c'est un truc un peu classique, mais tu vois, la bienveillance, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que c'est à la fois une bonne stratégie en tant qu'être humain, c'est même une bonne stratégie en tant que créateur de contenu. Tu vois, si sur ta vidéo, tu es assez peace, tranquille, tu dis les choses, on va dire, de manière réfléchie, mais en même temps sans heurter, etc., c'est aussi une bonne stratégie pour que les gens passent un bon moment, tu vois. Il y a tellement de matière à être indigné dans le monde. Si en plus, mec, tu dois être indigné sur une vidéo d'analyse de foot, tu t'en sors pas, donc un peu de bienveillance. Mais parfois, l'indignation, ça fait du clic. Ça, c'est sûr, mais peut-être pas sur le long terme. Tu vois, moi, j'approche ça comme une stratégie. J'aime ce métier, j'ai envie d'en faire mon métier toute ma vie. Je pense que, alors, c'est pas pour... Voilà, il y a plein de types d'entertainment et de divertissement, mais casser des télés, je sais pas si ça dure 30 ans, tu vois. Oh, la balle perdue. Pas du tout, parce qu'il y a plein de... Je l'assimile plus à du divertissement, tu vois. Oui, clairement. Mais dans mon secteur d'analyse, et on va dire d'avoir une approche réfléchie sur le foot, au bout d'un moment, si c'est jugement péremptoire après jugement péremptoire, si c'est que des trucs faciles, dur d'entretenir une communauté pendant longtemps avec ce type de discours. Déjà que tu vois que naturellement les gens se lassent, ça c'est assez classique, tu vois. Ouais. Même en ayant du contenu qui est plutôt quali, les gens naturellement gravitent ensuite vers d'autres personnes, peut-être reviennent. Ça c'est là qu'il faut savoir aussi des fois se réinventer ou autre. Carrément.
Mais déjà, si tu pars sur une base où les gens passent un bon moment et où il y a toujours un petit peu plus de matière, parce que si tu creuses sur le foot, il y a toujours de la matière, bah, a priori, ça t'assure un minimum de longévité. Donc c'est un peu ça la réflexion, quoi. D'accord, d'accord. Et là, tu viens de me dire que tu aimerais en faire ton métier à vie, entre Ouais. guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, ton modèle économique est viable ou où il va évoluer, tu veux le faire évoluer et dans quel sens si tu veux le faire évoluer? Ouais, bah écoute, non, pour l'instant ça va, dans le sens où le modèle économique d'un youtubeur c'est assez classique. Il y a des pubs qui passent sur les vidéos, Mhm. donc tu es rémunéré en fonction du nombre de pubs que voient les gens. Tu peux mettre des pubs avant, après, au milieu, tu fais un peu ta sauce. Et donc ça, c'est déjà une source de financement qui est très cool. Ensuite, tu as les sponsors qui peuvent sponsoriser tes vidéos. Moi, je parle régulièrement de certaines marques, certains trucs. Donc ça, voilà, ça fait un petit billet. Et puis Mhm. après, j'ai des petites apparitions. Alors, je suis pas payé pour être sur le podcast d'Abdou Diallo, mais parfois, je le suis On sur... est radin. parfois, je le suis sur d'autres. Donc voilà, ça, c'est un peu le business, quoi. Et moi, je suis très content de ce que j'ai, très content de là où je suis. Je cherche pas vraiment de révolution. Je cherche pas constamment à décupler ce que j'ai. Si je peux avoir là ce que j'ai pour le reste de ma vie, ça me suffit largement. Donc, j'ai pas vraiment de perspective de croissance extraordinaire, de nouvelles idées derrière la tête qui là va permettre de faire X ou Y. Juste continuer à vivre un peu et disons que j'ai un peu confiance en le fait que si jamais il y a un petit changement, par exemple si YouTube ça change, les Ouais, pubs ça change, je saurais m'adapter, je pense. d'accord, Donc je vois les choses d'accord, comme ça. d'accord. Donc tu fais passer l'épanouissement, j'ai l'impression, À fond. avant Ap- l'enrichissement. les deux vont de pair, honnêtement. Les deux vont de pair, mais t'es pas à chercher toujours plus. Non, parce que au bout d'un certain moment, et là ça se passe très bien, Mhm. plus d'argent, ça rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est plus de temps. Personnellement, dans le calcul que moi je fais, si je doublais mes revenus, je serais pas du tout plus heureux. Ça changerait quasiment rien dans ma vie, tu vois. Je vivrais toujours au même endroit, je ferais toujours à peu près les mêmes Ouais, choses. J'ai même pas le permis, j'ai pas envie de m'acheter une belle voiture. Enfin, j'ai pas vraiment de sollicitation matérielle forte. Donc, ce que là, mon relatif niveau de succès me permet, passer plus de temps avec ma copine, plus de temps à lire, ce que j'adore faire, plus de temps avec mes potes, découvrir d'autres choses dans le monde. Genre, ça, pour moi, c'est la manière dont je conçois mon existence idéale. Plus de d'accord. temps, c'est ce que je fais un peu en ce moment. Ok, ok, ok. Notre ami Anthony de Freitas, Ouais, qui fait partie de ouais, l'équipe ouais, aussi, qui a une petite question pour toi. bien sûr. Donc je vais te la montrer. Et la particularité d'Anthony, c'est qu'il est lyonnais comme toi. Donc ça lui Ah, tenait à yes. cœur. Salut la team Bako, salut Willou, salut Abdou. J'espère que vous passez un bon moment. Donc voilà, j'ai une ou deux petites questions pour Willou. Tout d'abord, j'ai vu dans une interview que tu avais la bonne petite idée en tête de peut-être écrire un livre. Donc comme tu peux le savoir, nous on a sorti le coup d'envoi de nos rêves. La première chose que j'ai à te demander, c'est si tu as pu lire ce livre et ce que tu en as pensé. Et deuxièmement, concernant ton projet, savoir si ça a pu avancer un peu et quelles étaient tes premières idées, si tu allais nous sortir une autobiographie, une encyclopédie tactique du football, comme toi, tu es un grand spécialiste. Donc voilà, si tu peux nous donner deux, trois infos assez croustillantes, on est preneur. Salut les gars, ciao ciao. Très cool. Bah écoute, non, j'ai pas encore lu le livre parce que tu me l'as pas envoyé, Abdou. C'est pour ça que Ah, le j'y ai cadeau. pensé. Génial. C'est pour toi. Mais j'ai vu qu'il avait d'excellentes reviews sur Amazon et le concept me botte de ouf parce que quand j'étais gamin, je lisais beaucoup de livres comme ça, tu vois. Un peu percer l'inside du foot. C'était plus de la fiction Ok. plutôt que des livres non-fiction comme ça, vraiment basés sur des faits réels. Mais tu vois, les jeunes du centre de formation qui commencent à arriver niveau pro et tout, ah, je sais que j'aurais adoré lire ça quand j'étais gamin. Et donc merci, ça va être Bah, très cool. j'espère que ça va te plaire en tout cas. Ouais, génial. Et du coup, par rapport à moi, mon livre, honnêtement, c'est quelque chose que je sais que j'ai envie de faire un jour parce que je lis beaucoup sur le foot. On voit la pile dans les vidéos, mais même au-delà, peut-être encore plus au-delà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup lire. Mais là, en ce moment, je sais que si je devais écrire un livre, ça me pèserait énormément. Je sais pas comment toi, tu as vécu le processus d'auteur, etc. Tu me raconteras. Ouais. Mais je sentirais cette épée au-dessus de ma tête. Et je sais, par exemple, tu sais, dans le cadre de mes études, quand tu as des mémoires à rendre, des Mhm. trucs, en fait, c'est toujours là, quelque part dans le coin de ta tête. Et j'aime bien, là, la liberté d'esprit de me dire, tranquille, vidéo après vidéo. Déjà, je fais ma vidéo, c'est bien. Après, je suis tranquille. Mhm. Et si j'avais ce livre à écrire pour dans un an, je pense que j'y penserais tout le temps. Donc, je sais pas si je suis encore prêt pour ça. Mais je sais que j'ai envie d'écrire un jour. Et pour répondre, du coup, à Anthony, je pense que ce serait plutôt quelque chose, histoire du foot. C'est Histoire de du faire foot. un peu l'histoire du foot. Ouais. À aucun moment ce serait basé sur toi? Bah,
Non, je pense pas, parce que déjà, je sais pas à quel point ce serait intéressant. Bon, si, sans doute, mais tu vois, on fait des podcasts comme ça, on peut plonger un peu plonger dedans. Mais non, je pense que j'aimerais bien écrire. Tu sais, il y a pas mal de livres de youtubeurs, influenceurs où c'est effectivement leur tête en pleine couverture, etc. Moi, je pense que j'aimerais bien écrire un livre que moi-même je lirais si j'étais quelqu'un qui suivait un peu le foot. Et si j'étais quelqu'un qui suivait un peu le foot, je sais pas si je lirais le livre de ce youtubeur qui a 400 000 abonnés. Je pense que je préférerais lire un bouquin sur l'histoire du foot. T'en as un en anglais, par exemple, Ouais, qui sont assez beaucoup. connus. En français, peut-être un peu moins. Surtout que ce ne sera pas exclusivement sur l'angle tactique, peut-être un peu plus généralement, un peu comment on en est arrivé là à notre foot moderne. Donc l'aspect culturel serait très présent. Ouais, et un peu, tu vois, les transformations historiques dans le sens, je sais pas, donc tu sais, sur les trucs modernes par exemple, l'arrêt Bosman qui a changé beaucoup de choses, mais ensuite aujourd'hui l'avènement des super clubs, voire des Ouais. clubs État, ça ce serait un peu la fin, la modernité. Puis après tu rembobines jusqu'en 1850, 60, 70, la codification, les premières règles. euh, Plein de trucs, tu vois, il y avait une époque où, par exemple, la FIFA, c'était quasiment rien par rapport au CIO, le Comité international olympique, était bien plus important que la FIFA. Et genre, la FIFA réussit à devenir un peu cet organe, le premier organe du foot, en poussant la Coupe du Monde. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses un peu historiques comme ça qui te permettent de comprendre, ok, aujourd'hui, le foot en 2021, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, tu vois? La FIFA, c'est un organe super puissant. Comment ça fait qu'on en est arrivé là? Donc, ce serait plutôt un truc comme ça, avec peut-être une quinzaine de chapitres, chaque chapitre comme quelque chose que je viens de te dire, quoi. Donc je viens de dévoiler le projet, le truc, mais on verra, pas pour tout de suite. Ok. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, un peu comme tous les jours de ma vie, simplement le fait qu'elle soit la plus longue possible et la plus heureuse au quotidien. Moi, je prends beaucoup de plaisir dans l'instant présent, au quotidien. J'aime bien la méditation, j'aime bien être reconnaissant des choses que j'ai et pas chercher nécessairement beaucoup plus. Donc simplement le fait que ça continue comme ça, que j'ai ma vie quotidienne que je kiffe, que j'ai des petites choses extra, comme par exemple ce podcast qui est vachement cool, honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci. Parler avec un vrai footballeur, en plus un mec que je connais bien, etc. Vraiment, c'est super stylé. Et voilà, juste que ça continue le plus longtemps possible. Bah, c'est top. Longue vie à toi alors. Merci toi aussi. Merci d'être venu chez nous. Un vrai plaisir. Et ce sera un plaisir de te retrouver sur YouTube d'abord. Peut-être sur ma chaîne. Sur ta chaîne, forcément. Je suis Allez. abonné, je t'ai dit, je suis abonné. Toi, en vidéo sur ma chaîne, peut-être. Ah oui, avec grand plaisir. Allez, Choisis un sujet. Si ça me botte, on y va. refait. C'est parfait. Bon, ben, merci à tous d'avoir visionné ce podcast. On espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ciao.